Le 25 avril 1991, le ciel du Kansas était une carte postale printanière. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, les nuages étaient rares, et dans les rues d'Andover, la vie s'écoulait sans hâte. Pas une seule alarme, pas un seul avertissement. Juste des enfants jouant à vélo, des voisins préparant des barbecues et une église locale finalisant les détails du service dominical. Mais sous ce calme, l'atmosphère se préparait à une véritable bête. Tout là-haut, invisibles à l'œil nu, deux géants se préparaient à entrer en collision. L'air chaud du golfe du Mexique s'élevait comme de la vapeur, tandis qu'une masse froide avançait depuis les montagnes rocheuses. Lorsque ces forces entreraient en collision, il n'y aurait aucune issue. Ce qui semblait être un vendredi ordinaire allait devenir un rendez-vous inoubliable, car le lendemain, le ciel allait s'ouvrir. Et ce qui tomberait ne serait pas de la pluie, mais une force capable de détruire la vie. Au cœur des États-Unis, il existe un corridor où la nature semble oublier toute règle de modération. Les scientifiques l'appellent l'allée des tornades. Mais en réalité, c'est une zone de combat invisible où les masses d'air s'affrontent, entrent en collision, et parfois déchaînent des monstres. Et l'une des plus redoutées de toutes a un nom et un prénom, la tornade EF5. Pour comprendre ce qui s'est passé à Andover, il faut d'abord comprendre la signification de cette classification. Une tornade de force EF, un peu déracinée des branches, renverser des voitures légères et endommager des structures fragiles. Une tornade de force EF3 peut arracher des toits entiers. Une tornade de force EF4 peut déchirer des murs comme s'ils étaient en papier. Mais une tornade de force EF5, c'est une autre histoire. Une tornade de cette ampleur ne détruit pas seulement. Elle désintègre. Elle arrache l'asphalte, entraîne les locomotives et projette des semi-remorques comme des jouets. Les vents dépassent les 500 km à l'heure. Il ne reste rien. Plus de fondation, plus de structure, juste la terre nue et le silence. Et le pire, ils peuvent se former en quelques minutes. Le 26 avril 1991, tous les ingrédients d'un de ces phénomènes étaient réunis au-dessus du centre du pays. Mais ils n'étaient pas encore réunis. Venu du sud, un courant chaud et humide s'élevait avec force depuis le golfe du Mexique. L'air était chargé de vapeur, d'énergie et d'électricité. C'était le genre de masse qui, lorsqu'elle rencontrait l'air adéquat, pouvait alimenter des tempêtes pendant des heures. Venue du nord-ouest, une masse froide et sèche descendit des montagnes rocheuses. Elle se déplaça rapidement, poussée par un courant jet qui soufflait à une vitesse folle dans les airs. C'était un air dense et tranchant, presque comme des lames fendant l'atmosphère. Lorsque ces deux géants se rencontrent, ils ne s'embrassent pas. Ils s'affrontent. Le centre du Kansas était le champ de bataille. Et Andover, la ligne de front. Ce matin-là, les météorologues savaient déjà que la journée ne serait pas paisible. Les radars révélaient une situation inquiétante. Forte instabilité atmosphérique, accumulation d'énergie potentielle et humidité quasi tropicale au sol. Le ciel, cependant, était silencieux. Il était bleu, calme, traître. C'est vers midi que les premiers signes ont commencé à apparaître. Des cumulus ont commencé à se développer en tours, poussés par des courants ascendants chargés de chaleur. Et entre ces tours, une supercellule s'est mise à tourner. Les supercellules sont le type de tempête le plus dangereux qui existe. Ce sont des systèmes autorégulés qui peuvent maintenir leur intensité pendant des heures. Contrairement à un simple orage, elles possèdent un noyau en rotation, le mésocyclone. Et lorsque ce noyau s'aligne avec les conditions du sol, l'entonnoir se forme. C'est ce qui s'est passé au Kansas. D'abord la grêle. Des morceaux de glace de la taille d'une balle de baseball ont commencé à tomber sur les zones rurales. Puis la pluie battante est arrivée. Et puis, la formation tant redoutée. Un nuage en entonnoir qui descend en tourbillonnant rapidement, s'écrasant au sol comme une lance. Le radar a confirmé ce que l'œil nu avait déjà vu. Une cellule tornadique massive à la structure classique se dirigeait vers des zones habitées. Les météorologues du Service météorologique national, voyant les données, n'ont pas hésité. Ils ont émis une alerte tornade. L'alerte était claire, directe et urgente. Mais le temps pressait. La vitesse à laquelle la tornade s'est développée, tant en taille qu'en force, était extraordinaire. En moins d'une demi-heure, la supercellule a engendré non pas une, mais plusieurs tornades.
Une famille de tourbillons se déplaçant progressivement vers l'est. Le plus dangereux de tous, celui qui allait entrer dans l'histoire, s'est formé près de Clearwater, au Kansas, et a entamé sa progression infernale vers le nord-est. Tout au long du chemin, il y avait de petites communautés, des parcs de maisons mobiles et une église qui, jusque-là, n'était qu'un autre point sur la carte, le Bethel Life Center. Mais ce ne serait pas une simple tempête, c'était l'aube d'une catastrophe. Une catastrophe qui non seulement détruirait des maisons, mais mettrait à l'épreuve la foi, la résilience et la capacité humaine à affronter l'impensable. Et tout a commencé là-haut, avec un air qui tourbillonnait et ne s'arrêtait jamais. À 17h30, la menace n'était plus une théorie météorologique. Elle était visible, elle était réelle, et elle avançait. Au sud-ouest de Wichita, les rapports étaient déjà alarmants. Une importante tornade avait touché terre et se déplaçait vers le nord-est, s'intensifiant à chaque kilomètre. Mais dans une petite ville appelée Andover, nombreux étaient ceux qui ignoraient encore le danger imminent. Là, au milieu des quartiers résidentiels, une communauté tranquille allait affronter l'enfer. Deux lieux, en particulier, resteraient gravés dans la mémoire collective. Le parc de mobile home de Golden Spur et l'église Bethel Life Center. Golden Spur abritait des dizaines de familles, des travailleurs, des retraités, des jeunes avec de jeunes enfants. Nombre d'entre eux y vivaient pour son accessibilité, son calme et sa sécurité. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. À moins de 2 kilomètres de là, le Bethel Life Center commençait à préparer un rassemblement de jeunes. C'était un vendredi. L'église, moderne et spacieuse, offrait un espace où la communauté se réunissait fréquemment pour prier, partager des repas, étudier et discuter. Personne ne se doutait que le bâtiment se trouvait sur la trajectoire directe d'une tornade de force 5. Pendant ce temps, un vidéaste local, Larry Foreman, se trouvait aux abords de Wichita. Passionné de météorologie, bénévole d'urgence et passionné de reportages sur les tempêtes, il était sorti avec sa caméra dès qu'il avait entendu les alertes. Ce qu'il allait enregistrer ce jour-là allait devenir l'une des images les plus étudiées de l'histoire des tornades. Tandis que Larry avançait, son appareil photo capta quelque chose d'incroyable. Un entonnoir massif et tourbillonnant, à la structure parfaitement définie, s'écrasant sur le sol avec une force capable de tout détruire. Ce n'était pas un simple tourbillon, c'était un mur de vent. Un cylindre large, solide et sale, enveloppant tout ce qu'il touchait. Arrivé aux abords d'Andover, Larry s'arrêta devant l'église. De là, il avait une vue directe sur la tornade. Dans la vidéo, on entend sa respiration rapide, le bruit du vent et un mélange d'émerveillement et de peur. La plupart des gens auraient fui, mais il maintenait la caméra immobile, car ce qui se passait était historique, et chaque seconde comptait. À 17h55, la tornade a atteint Golden Spur. Les mobilhomes n'étaient pas conçus pour résister à des vents de plus de 120 km/h. Ce phénomène a provoqué plus du double de cette vitesse. Le résultat a été dévastateur. Des maisons entières furent projetées en l'air comme des feuilles mortes. Des véhicules furent emportés. Des arbres furent déracinés. Le sol trembla. Il n'y avait plus de temps pour courir. Pour ceux qui ne pouvaient atteindre les abris de fortune, fossés, égouts, voire sous les maisons, la seule option était de résister ou d'être emporté. La tornade a plané au-dessus du parc pendant plusieurs minutes, assez longtemps pour tout réduire en ruine. Seuls des morceaux de métal tordus, des morceaux de bois et le silence subsistaient. Lorsque les sirènes ont retenti, il était déjà trop tard. Et puis, quelques minutes plus tard, le monstre s'est dirigé directement vers l'église. Au Bethel Life Center, certaines personnes étaient encore à l'intérieur de l'église. D'autres avaient déjà évacué vers le sous-sol, alertés par les premiers rapports et les bruits de destruction entendus au loin. Ceux qui se trouvaient sur le parking ont vu l'entonnoir avancer à une vitesse terrifiante. Il était plus large qu'un terrain de football. Et il fonçait droit sur eux. Depuis sa position, Larry Foreman a continué le tournage. Ce que sa caméra a enregistré est effrayant. En quelques secondes, le vent arrache la croix du toit de l'église. Le bâtiment se met alors à trembler. Le ciel s'assombrit. Des débris s'élèvent. Et soudain, le mur principal s'effondre. Une colonne de poussière recouvre l'image. Aucun cri, aucune musique dramatique, juste le bruit du vent
et celui de la destruction totale. Larry a arrêté d'enregistrer quand le vent l'a repoussé. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. S'il s'était rapproché de quelques mètres, l'histoire aurait aussi tourné autour de lui. Le Bethel Life Center a été pulvérisé. Il ne restait debout que des fragments de murs, des blocs épars et des bancs métalliques tordus. L'hôtel, la scène, le bureau pastoral, tout avait disparu. Des témoignages ultérieurs raconteront des histoires presque impossibles à croire. Des personnes projetées en l'air survécurent. D'autres trouvèrent refuge dans des toilettes ou entre des colonnes qui miraculeusement ne s'effondrèrent pas. Un groupe de jeunes réussit à se sauver en se blottissant sous un escalier. Un homme affirma s'être senti soulevé, puis délicatement déposé à plusieurs mètres. Miracle ou hasard, la scène défia les pronostics. Les images capturées par Larry se sont rapidement propagées. Les chaînes de télévision les ont diffusées dans tout le pays. C'était la première fois que des millions de personnes voyaient de leurs propres yeux comment une tornade de force EF5 pouvait désintégrer une structure massive en quelques secondes. La vidéo est devenue une preuve, un indice et un avertissement. Ce phénomène n'était pas seulement utilisé dans les journaux télévisés. Il a également été étudié par des scientifiques, des météorologues et des centres de gestion des urgences. Grâce à lui, la vitesse du vent, les mouvements de l'entonnoir et son impact sur les bâtiments de différentes structures ont été mieux compris. Il a joué un rôle essentiel dans l'amélioration des recommandations de sécurité, notamment dans les églises, les écoles et les parcs de maisons mobiles. Mais au-delà de la science, c'était un rappel brutal. Lorsqu'une tornade de cette ampleur se propage, il n'existe aucun édifice sacré. Il n'existe aucune structure invincible. Et il n'y a aucune place pour le doute. À Andover, ce jour-là, le vent ne faisait aucune distinction entre la maison et l'église. Il emportait tout. Mais il laissait aussi quelque chose derrière lui. Une leçon documentée. Un avertissement clair. Et une histoire qui ne s'oublie pas. Le 26 avril 1991, une tornade de force EF5 s'est abattue sur le centre-sud du Kansas. Mais ce ne fut pas un impact bref. Ce fut un véritable périple. Un trajet mortel de plus de 90 km en ligne droite, marqué par une destruction totale. Ce qui avait commencé comme une perturbation atmosphérique près de Clearwater s'est transformé en un véritable cauchemar qui a laissé des traces, des banlieues de Wichita jusqu'au cœur d'Andover. Minute après minute, le monstre avançait, et à chaque pas, il grandissait, plus fort, plus bruyant. La première zone touchée fut celle de Hayesville, une petite communauté au sud de Wichita. Là, l'entonnoir mesurait déjà plus de 1600 mètres de large, suffisamment large pour couvrir plusieurs pâtés de maisons d'un seul coup. Les habitants n'eurent que quelques minutes pour réagir. Certains réussirent à se réfugier dans les sous-sols, d'autres coururent se réfugier dans les toilettes. Mais de nombreuses maisons n'étaient pas protégées par le sous-sol. En moins de 5 minutes, le quartier fut détruit. Ce que la tornade n'a pas arraché du sol, elle l'a déchiré sous la pression de l'air. Les vitres ont explosé de l'intérieur. Les toits ont été soulevés comme des couvercles en carton. Des garages entiers ont volé en éclats. Certains témoins ont décrit comment des voitures garées ont été traînées sur plus de 100 mètres, tournoyant comme des jouets. Après avoir traversé Hayesville, la tornade a légèrement tourné vers le nord-est. La suite des événements a laissé perplexes les experts et les survivants. L'entonnoir traversait l'Arkansas comme s'il n'existait pas. Ni l'eau, ni l'humidité ambiante, ni les variations d'altitude ne parvenaient à l'affaiblir. Bien au contraire. Sa force restait constante, presque comme s'il se nourrissait de la chaleur résiduelle de la journée. À 17h40, la tornade traversait l'autoroute Kansas Turnpike. Les automobilistes étaient bloqués, ne sachant que faire. Certains tentèrent de faire demi-tour. D'autres abandonnèrent leurs véhicules et se réfugièrent sur les talus ou sous les ponts. C'est alors que se produisit l'une des scènes les plus célèbres de la journée. Plusieurs automobilistes s'abritèrent sous le pont de l'autoroute. Bien que cette pratique soit considérée comme dangereuse aujourd'hui, elle leur sauva la vie. Les poutres de béton firent office de bouclier de fortune. La tempête passa au-dessus de leurs têtes, laissant derrière elle des véhicules détruits, mais des vies intactes. Quelques instants plus tard, la tornade s'approchait de la base aérienne McConnell. Là, le protocole militaire fut rapidement activé. Le personnel fut évacué vers des abris renforcés. Certains avions furent déplacés.
Cependant, plusieurs installations subirent d'importants dégâts. Hangar après hangar furent balayés par des vents dépassant les 480 km/h. Heureusement, il n'y eut aucun décès sur la base. Mais le message était clair, même une installation militaire n'était pas à l'abri d'une telle force. À 17h55, la tornade a atteint son intensité maximale. Elle était désormais de force EF5. Vent violent, base large, rotation violente et structure parfaitement organisée. C'est à ce moment précis qu'elle a directement touché la ville d'Andover. Elle a d'abord rasé le parc de maisons mobiles Golden Spur, où plus de 80 maisons ont été complètement détruites. Puis, l'église Bethel Life Center, réduite en ruines. Les images prises par Larry Foreman allaient devenir les preuves les plus choquantes de l'événement. Mais la trajectoire de la tornade ne s'est pas arrêtée là. La tempête s'est déplacée vers les abords d'Andover, balayant les champs, détruisant des arbres centenaires et arrachant des poteaux électriques de leurs fondations. À cette altitude, la visibilité était réduite. Le nuage de débris s'élevait à des dizaines de mètres. Tout ce qui avait été un objet reconnaissable, un portail, un banc, une chaise, un vélo, tournoyait maintenant à des centaines de kilomètres à l'heure dans le tourbillon de la tempête. Dans certaines zones rurales, la tornade a même déterré des dalles de béton. Dans d'autres, les maisons n'ont pas simplement disparu. Leurs fondations sont restées intactes, comme si quelqu'un avait passé une pelle géante sur le sol. C'est le genre de dégâts qui caractérise une tornade EF5. Ce n'est pas seulement de la destruction, c'est de l'annihilation. L'un des phénomènes les plus inquiétants a été ce que l'on appelle les dommages sélectifs. À plusieurs endroits, une maison a été complètement détruite, tandis que la maison voisine a été à peine endommagée. Cette irrégularité n'a pas d'explication simple. Les microtunnels d'aspiration au sein du vortex peuvent varier en quelques secondes, créant des trajectoires imprévisibles. Cela a souvent fait la différence entre la vie et la mort. Vers 18h10, la tornade a commencé à faiblir, mais ce ne fut pas immédiat. Dans les derniers tronçons de sa trajectoire, l'entonnoir maintenait encore des vitesses équivalentes à celles d'un EF3. Les dégâts ont continué, bien que plus dispersés. Finalement, la tornade s'est dissipée dans un champ, laissant derrière elle un couloir de destruction de plus de 90 km de long. À l'époque, les autorités ignoraient l'ampleur exacte de la catastrophe, mais des images aériennes ont confirmé l'impensable. Andover a été pratiquement anéantie. Ce qui avait été une ville autrefois dynamique, parsemée de rues, de maisons et de parcs, n'était plus qu'un champ de ruines. Au total, la tornade a tué 21 personnes. Des centaines d'autres ont été blessées et des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Le plus choquant fut la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. Du premier contact avec le sol à sa dissipation, moins d'1 heure s'est écoulée. Mais en 60 minutes, la vie de milliers de personnes a changé à jamais. Ce trajet de Clearwater à Andover est devenu l'un des plus documentés de l'histoire des tornades. Non seulement pour les images, mais aussi pour son impact social et émotionnel. C'était une combinaison mortelle de vitesse, de taille, de trajectoire directe et d'absence d'abri. Le décor idéal pour une catastrophe. Et pourtant, une chose a surpris tout le monde. Le nombre de morts n'était pas plus élevé. Grâce aux alertes émises par le Service météorologique national, de nombreuses personnes ont pu évacuer à temps. Les radars, les alertes d'urgence et l'action des médias ont sauvé des vies. Ce n'était pas une question de chance, mais de préparation. Malgré l'ampleur des dégâts, de nombreuses vies ont été sauvées grâce à la rapidité d'action et au système d'alerte précoce de la communauté. Mais la dévastation était déjà là. La trajectoire de la tornade avait laissé une cicatrice sur le territoire du Kansas et dans la mémoire collective des États-Unis tout entier. Lorsque le monstre du vent s'est enfin estompé, il n'y a eu aucun applaudissement, aucun soulagement immédiat. Il n'y avait qu'un silence oppressant, un vide, et puis l'écho des premières voix qui ont commencé à crier des noms, à chercher, à courir parmi les ruines qui, quelques heures auparavant, avaient été des maisons, des églises et une vie normale. La ville d'Andover n'existait plus comme avant. Les premiers à bouger furent les survivants. Sans attendre d'aide extérieure, ils commencèrent à creuser à la main, sans outils, sans lumière, sans savoir s'ils trouveraient un être cher ou juste le silence. Les rues étaient bloquées par des arbres déracinés, des lignes électriques abattues et des débris éparpillés dans toutes les directions.
Ce que la tornade n'avait pas détruit, elle l'avait laissé méconnaissable. Le quartier le plus durement touché, le parc de mobile homes Golden Spur, était un désert. Sur la centaine de mobile homes qui s'y trouvaient, pas un seul n'était resté intact. Certains avaient été emportés à des centaines de mètres. D'autres étaient tout simplement désintégrés. Il n'y avait plus de murs, plus de toit. Juste des charpentes métalliques tordues et des objets éparpillés. Des photos, des vêtements, des jouets. Rien à sa place. Les histoires qui ont émergé au cours de ces premières heures étaient aussi choquantes que la tornade elle-même. Un enfant a été retrouvé dans un fossé, couvert de boue, sans une seule égratignure, à près d'1 kilomètre de sa maison. Personne n'a pu expliquer comment il avait survécu. Un homme âgé a été sauvé d'un congélateur renversé où il était resté coincé. Il ignorait depuis combien de temps il était resté là. Une femme a été retrouvée accrochée le 25 avril 1991. Le ciel du Kansas était une carte postale printanière. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, les nuages étaient rares, et dans les rues d'Andover, la vie s'écoulait sans hâte. Pas une seule alarme, pas un seul avertissement. Juste des enfants jouant à vélo, des voisins préparant des barbecues et une église locale finalisant les détails du service dominical. Mais sous ce calme, l'atmosphère se préparait à une véritable bête. Tout là-haut, invisibles à l'œil nu, deux géants se préparaient à entrer en collision. L'air chaud du golfe du Mexique s'élevait comme de la vapeur, tandis qu'une masse froide avançait depuis les montagnes rocheuses. Lorsque ces forces entreraient en collision, il n'y aurait aucune issue. Ce qui semblait être un vendredi ordinaire allait devenir un rendez-vous inoubliable, car le lendemain, le ciel allait s'ouvrir. Et ce qui tomberait ne serait pas de la pluie, mais une force capable de détruire la vie. Au cœur des États-Unis, il existe un corridor où la nature semble oublier toute règle de modération. Les scientifiques l'appellent l'allée des tornades. Mais en réalité, c'est une zone de combat invisible où les masses d'air s'affrontent, entrent en collision, et parfois déchaînent des monstres. Et l'une des plus redoutées de toutes a un nom et un prénom. La tornade EF5. Pour comprendre ce qui s'est passé à Andover, il faut d'abord comprendre la signification de cette classification. Une tornade de force EF, un peu déracinée des branches, renverser des voitures légères et endommager des structures fragiles. Une tornade de force EF3 peut arracher des toits entiers. Une tornade de force EF4 peut déchirer des murs comme s'ils étaient en papier. Mais une tornade de force EF5, c'est une autre histoire. Une tornade de cette ampleur ne détruit pas seulement. Elle désintègre. Elle arrache l'asphalte, entraîne les locomotives et projette des semi-remorques comme des jouets. Les vents dépassent les 500 km à l'heure. Il ne reste rien. Plus de fondation, plus de structure, juste la terre nue et le silence. Et le pire, ils peuvent se former en quelques minutes. Le 26 avril 1991, tous les ingrédients d'un de ces phénomènes étaient réunis au-dessus du centre du pays. Mais ils n'étaient pas encore réunis. Venu du sud, un courant chaud et humide s'élevait avec force depuis le golfe du Mexique. L'air était chargé de vapeur, d'énergie et d'électricité. C'était le genre de masse qui, lorsqu'elle rencontrait l'air adéquat, pouvait alimenter des tempêtes pendant des heures. Venue du nord-ouest, une masse froide et sèche descendit des montagnes rocheuses. Elle se déplaça rapidement, poussée par un courant jet qui soufflait à une vitesse folle dans les airs. C'était un air dense et tranchant, presque comme des lames fendant l'atmosphère. Lorsque ces deux géants se rencontrent, ils ne s'embrassent pas. Ils s'affrontent. Le centre du Kansas était le champ de bataille, et Andover, la ligne de front. Ce matin-là, les météorologues savaient déjà que la journée ne serait pas paisible. Les radars révélaient une situation inquiétante. Forte instabilité atmosphérique, accumulation d'énergie potentielle et humidité quasi tropicale au sol. Le ciel, cependant, était silencieux. Il était bleu, calme, traître. C'est vers midi que les premiers signes ont commencé à apparaître. Des cumulus ont commencé à se développer en tours, poussés par des courants ascendants chargés de chaleur. Et entre ces tours, une supercellule s'est mise à tourner. Les supercellules sont le type de tempête le plus dangereux qui existe. Ce sont des systèmes autorégulés qui peuvent maintenir leur intensité pendant des heures. Contrairement à un simple orage, elles possèdent un noyau en rotation, le mésocyclone.
Et lorsque ce noyau s'aligne avec les conditions du sol, l'entonnoir se forme. C'est ce qui s'est passé au Kansas. D'abord la grêle. Des morceaux de glace de la taille d'une balle de baseball ont commencé à tomber sur les zones rurales. Puis la pluie battante est arrivée. Et puis, la formation tant redoutée. Un nuage en entonnoir qui descend en tourbillonnant rapidement, s'écrasant au sol comme une lance. Le radar a confirmé ce que l'œil nu avait déjà vu. Une cellule tornadique massive à la structure classique se dirigeait vers des zones habitées. Les météorologues du Service météorologique national, voyant les données, n'ont pas hésité. Ils ont émis une alerte tornade. L'alerte était claire, directe et urgente. Mais le temps pressait. La vitesse à laquelle la tornade s'est développée, tant en taille qu'en force, était extraordinaire. En moins d'une demi-heure, la supercellule a engendré non pas une, mais plusieurs tornades. Une famille de tourbillons se déplaçant progressivement vers l'est. Le plus dangereux de tous, celui qui allait entrer dans l'histoire, s'est formé près de Clearwater, au Kansas, et a entamé sa progression infernale vers le nord-est. Tout au long du chemin, il y avait de petites communautés, des parcs de maisons mobiles et une église qui, jusque-là, n'était qu'un autre point sur la carte, le Bethel Life Center. Mais ce ne serait pas une simple tempête, c'était l'aube d'une catastrophe. Une catastrophe qui non seulement détruirait des maisons, mais mettrait à l'épreuve la foi, la résilience et la capacité humaine à affronter l'impensable. Et tout a commencé là-haut, avec un air qui tourbillonnait et ne s'arrêtait jamais. À 17h30, la menace n'était plus une théorie météorologique. Elle était visible, elle était réelle, et elle avançait. Au sud-ouest de Wichita, les rapports étaient déjà alarmants. Une importante tornade avait touché terre et se déplaçait vers le nord-est, s'intensifiant à chaque kilomètre. Mais dans une petite ville appelée Andover, nombreux étaient ceux qui ignoraient encore le danger imminent. Là, au milieu des quartiers résidentiels, une communauté tranquille allait affronter l'enfer. Deux lieux, en particulier, resteraient gravés dans la mémoire collective. Le parc de mobile home de Golden Spur et l'église Bethel Life Center. Golden Spur abritait des dizaines de familles, des travailleurs, des retraités, des jeunes avec de jeunes enfants. Nombre d'entre eux y vivaient pour son accessibilité, son calme et sa sécurité. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. À moins de 2 kilomètres de là, le Bethel Life Center commençait à préparer un rassemblement de jeunes. C'était un vendredi. L'église, moderne et spacieuse, offrait un espace où la communauté se réunissait fréquemment pour prier, partager des repas, étudier et discuter. Personne ne se doutait que le bâtiment se trouvait sur la trajectoire directe d'une tornade de force 5. Pendant ce temps, un vidéaste local, Larry Foreman, se trouvait aux abords de Wichita. Passionné de météorologie, bénévole d'urgence et passionné de reportages sur les tempêtes, il était sorti avec sa caméra dès qu'il avait entendu les alertes. Ce qu'il allait enregistrer ce jour-là allait devenir l'une des images les plus étudiées de l'histoire des tornades. Tandis que Larry avançait, son appareil photo capta quelque chose d'incroyable. Un entonnoir massif et tourbillonnant, à la structure parfaitement définie, s'écrasant sur le sol avec une force capable de tout détruire. Ce n'était pas un simple tourbillon, c'était un mur de vent. Un cylindre large, solide et sale, enveloppant tout ce qu'il touchait. Arrivé aux abords d'Andover, Larry s'arrêta devant l'église. De là, il avait une vue directe sur la tornade. Dans la vidéo, on entend sa respiration rapide, le bruit du vent et un mélange d'émerveillement et de peur. La plupart des gens auraient fui, mais il maintenait la caméra immobile, car ce qui se passait était historique et chaque seconde comptait. À 17h55, la tornade a atteint Golden Spur. Les mobilhomes n'étaient pas conçus pour résister à des vents de plus de 120 km/h. Ce phénomène a provoqué plus du double de cette vitesse. Le résultat a été dévastateur. Des maisons entières furent projetées en l'air comme des feuilles mortes. Des véhicules furent emportés. Des arbres furent déracinés. Le sol trembla. Il n'y avait plus de temps pour courir. Pour ceux qui ne pouvaient atteindre les abris de fortune, fossés, égouts, voire sous les maisons, la seule option était de résister ou d'être emporté. La tornade a plané au-dessus du parc pendant plusieurs minutes, assez longtemps pour tout réduire en ruines.
Seuls des morceaux de métal tordus, des morceaux de bois et le silence subsistaient. Lorsque les sirènes ont retenti, il était déjà trop tard. Et puis, quelques minutes plus tard, le monstre s'est dirigé directement vers l'église. Au Bethel Life Center, certaines personnes étaient encore à l'intérieur de l'église. D'autres avaient déjà évacué vers le sous-sol, alertés par les premiers rapports et les bruits de destruction entendus au loin. Ceux qui se trouvaient sur le parking ont vu l'entonnoir avancer à une vitesse terrifiante. Il était plus large qu'un terrain de football. Et il fonçait droit sur eux. Depuis sa position, Larry Foreman a continué le tournage. Ce que sa caméra a enregistré est effrayant. En quelques secondes, le vent arrache la croix du toit de l'église. Le bâtiment se met alors à trembler. Le ciel s'assombrit. Des débris s'élèvent. Et soudain, le mur principal s'effondre. Une colonne de poussière recouvre l'image. Aucun cri, aucune musique dramatique, juste le bruit du vent et celui de la destruction totale. Larry a arrêté d'enregistrer quand le vent l'a repoussé. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. S'il s'était rapproché de quelques mètres, l'histoire aurait aussi tourné autour de lui. Le Bethel Life Center a été pulvérisé. Il ne restait debout que des fragments de murs, des blocs épars et des bancs métalliques tordus. L'hôtel, la scène, le bureau pastoral, tout avait disparu. Des témoignages ultérieurs raconteront des histoires presque impossibles à croire. Des personnes projetées en l'air survécurent. D'autres trouvèrent refuge dans des toilettes ou entre des colonnes qui miraculeusement ne s'effondrèrent pas. Un groupe de jeunes réussit à se sauver en se blottissant sous un escalier. Un homme affirma s'être senti soulevé, puis délicatement déposé à plusieurs mètres. Miracle ou hasard, la scène défia les pronostics. Les images capturées par Larry se sont rapidement propagées. Les chaînes de télévision les ont diffusées dans tout le pays. C'était la première fois que des millions de personnes voyaient de leurs propres yeux comment une tornade de force EF5 pouvait désintégrer une structure massive en quelques secondes. La vidéo est devenue une preuve, un indice et un avertissement. Ce phénomène n'était pas seulement utilisé dans les journaux télévisés. Il a également été étudié par des scientifiques, des météorologues et des centres de gestion des urgences. Grâce à lui, la vitesse du vent, les mouvements de l'entonnoir et son impact sur les bâtiments de différentes structures ont été mieux compris. Il a joué un rôle essentiel dans l'amélioration des recommandations de sécurité, notamment dans les églises, les écoles et les parcs de maisons mobiles. Mais au-delà de la science, c'était un rappel brutal. Lorsqu'une tornade de cette ampleur se propage, il n'existe aucun édifice sacré. Il n'existe aucune structure invincible. Et il n'y a aucune place pour le doute. À Andover, ce jour-là, le vent ne faisait aucune distinction entre la maison et l'église. Il emportait tout. Mais il laissait aussi quelque chose derrière lui. Une leçon documentée. Un avertissement clair. Et une histoire qui ne s'oublie pas. Le 26 avril 1991, une tornade de force EF5 s'est abattue sur le centre-sud du Kansas. Mais ce ne fut pas un impact bref. Ce fut un véritable périple. Un trajet mortel de plus de 90 km en ligne droite, marqué par une destruction totale. Ce qui avait commencé comme une perturbation atmosphérique près de Clearwater s'est transformé en un véritable cauchemar qui a laissé des traces, des banlieues de Wichita jusqu'au cœur d'Andover. Minute après minute, le monstre avançait, et à chaque pas, il grandissait, plus fort, plus bruyant. La première zone touchée fut celle de Hayesville, une petite communauté au sud de Wichita. Là, l'entonnoir mesurait déjà plus de 1600 mètres de large, suffisamment large pour couvrir plusieurs pâtés de maisons d'un seul coup. Les habitants n'eurent que quelques minutes pour réagir. Certains réussirent à se réfugier dans les sous-sols, d'autres coururent se réfugier dans les toilettes. Mais de nombreuses maisons n'étaient pas protégées par le sous-sol. En moins de 5 minutes, le quartier fut détruit. Ce que la tornade n'a pas arraché du sol, elle l'a déchiré sous la pression de l'air. Les vitres ont explosé de l'intérieur. Les toits ont été soulevés comme des couvercles en carton. Des garages entiers ont volé en éclats. Certains témoins ont décrit comment des voitures garées ont été traînées sur plus de 100 mètres, tournoyant comme des jouets. Après avoir traversé Hayesville, la tornade a légèrement tourné vers le nord-est. La suite des événements a laissé perplexes les experts et les survivants. L'entonnoir traversait l'Arkansas comme s'il n'existait pas. Ni l'eau, ni l'humidité ambiante, ni les variations d'altitude ne parvenaient à l'affaiblir. Bien au contraire. Sa force restait constante,
presque comme s'il se nourrissait de la chaleur résiduelle de la journée. À 17h40, la tornade traversait l'autoroute Kansas Turnpike. Les automobilistes étaient bloqués, ne sachant que faire. Certains tentèrent de faire demi-tour. D'autres abandonnèrent leurs véhicules et se réfugièrent sur les talus ou sous les ponts. C'est alors que se produisit l'une des scènes les plus célèbres